idées de tous les instants, ainsi que son insurpassable ossobuco à la Lomaque. Parmi les personnes à qui je suis formidablement redevable de m'avoir soutenu dans les moments difficiles, une place toute particulière doit être réservée à Tatiana Vidal, à son mari Olaf et même à leur bébé Carmelita, pour les encouragements qu'ils m'ont prodigués alors que, songeant à me défenestrer, j'avais déjà enjambé le rebord du balcon de leur 22e étage. Sans leurs paroles réconfortantes, intelligentes et appropriées, et sans les sanglots stridents de Carmelita, je crois bien que je n'aurais jamais terminé mon roman Macbeth au paradis. Merci à Roger Chabert pour m'avoir expliqué les règles du sudoku et du jeu de Go, que mes personnages Timothy Kerrigan et Franco Salieri ont mis à profit dans ma nouvelle Voix des crânes. Remerciements. La collection de cochons d'Inde empaillés qui intrigue tant mon détective Julien Gardel au début du roman Les vieilles passantes m'a été en quelque sorte prêtée par monsieur et madame Al-Shaya de Casablanca. Je ne saurais assez les remercier de m'avoir autorisé à entrer dans la pièce où est pieusement remisée leur collection personnelle, de m'avoir permis d'en prendre une photographie et d'avoir eu le souci de me raconter en détail l'existence et les traits de caractère de chacun de leurs 88 cochons d'Inde. Je déplore que les autorités n'aient pas donné suite à ma proposition de réintroduction des espèces menaçantes en zone urbaine, et nommément des anthropophages, des coupeurs d'oreilles, des polpotiques, des réducteurs de tête. Cette réintroduction devait assurer une plus grande biodiversité dans les grandes villes, et je comptais sur elle pour donner un relief plus réaliste à mes romans 15 départs et Un tunnel sans fin. Je remercie les pensionnaires de la clinique psychiatrique qui ont été enfermés avec moi pendant 2 ans dans le même dortoir et partagé mes vues, de ne pas avoir cédé aux pressions et d'avoir apposé leur sinon au bas de la pétition qui réclamait cette mesure, en même temps que notre libération inconditionnelle. Merci à mon éditeur de l'époque, Malcolm Okada, qui m'a suggéré d'intituler mon premier roman Aux viandes réunies, alors que j'avais prévu pour titre Essai sur la dualité. Il est inhabituel de remercier les tigres. Je rends grâce néanmoins au couple de tigresses du zoo de Singapour. 2 êtres splendides, chez lesquels j'ai fait une incursion nocturne après une soirée très arrosée, en compagnie d'un certain Mario Kumaputra, qui prétendait tenir le whisky mieux que moi le Maotai. Une fois à l'intérieur de l'enclos, et alors que nous n'avions rien à boire, mon compagnon m'a cherché noise. Le mâle a grogné dans sa cage, mais n'en est pas sorti, contrairement aux 2 femelles, qui ont semblé intéressées par notre querelle d'ivrogne. Je remercie ces 2 puissantes créatures d'avoir pris immédiatement mon parti en écharpant Mario Kumaputra, et par ailleurs d'avoir jugé repoussante qu'on allait extrêmement chargé en Maotai. Elles se sont partagées Mario Kumaputra et elles m'ont laissé retraverser l'enclos et ensuite escalader lentement les grilles barbelées qui séparaient la cause du reste du monde. Pour cette bienveillance à mon égard, il me semble nécessaire de les mentionner. Je ne remercie pas Adèle Taradansky, Donald Box, Roum Marchadian, Oleg Strelnikov, Chico Rauch, Annabella Janvier, Hilda Lorca, Gamal Trekiakov, Simon Tata, Jacques Ferricani, Urban Zavalievski, Henri Zoubier, Fernanda Traoré, Nina Legaline, Marussia Beguevian, Wilfried Ribeiro, Norman Hedrad, Hubert Pelsonnier, Laurent Houdin, Jean-Claude Cameron, dont les critiques malveillantes, les petites recensions mesquines et les impardonnables silences ont considérablement pesé dans l'insuccès de mes livres et dans ma relégation au sein de la corporation des auteurs difficiles à laquelle je n'appartiens pas et envers laquelle je n'éprouve aucune sympathie. Toutes les nuits, à l'heure la plus pénible, l'écrivain Mathias Holbein quittait le lit où il avait saumâtrement somnolé depuis le soir, assailli de rêves et de désespoir, et sans allumer, il allait s'asseoir devant le miroir de la chambre. L'été ne se terminait pas. La chaleur autour de lui était étouffante. Les meubles et le parquet craquaient de temps en temps dans le silence. La poussière sentait les médicaments
l'herbe sèche, le linge d'hôpital. Mathias Holbein ouvrait le tiroir de chiffonnier sur lequel le miroir était posé. Il dépliait le maillot de corps dans lequel il dissimulait son pistolet. Puis, après avoir vérifié que le chargeur était en place, il refermait le tiroir, ôtait le cran de sécurité et appuyait l'arme contre sa joue, orientant le canon vers l'intérieur de son crâne. Puis, il commençait à compter. 1, 2, 3, 4. Il comptait lentement, sans donner de la voix, mais formant les nombres, avec ses lèvres. Sa bouche remuait, et sous sa mâchoire, à l'endroit où l'extrémité du pistolet adhérait, la peau se tendait et se détendait, se tendait. Il n'y avait pas de lampe brillante au dehors, sur le terrain qui séparait la maison de la forêt, mais comme le soir venu il ne tirait pas les volets de la chambre, l'obscurité n'était pas complète, et parfois de la campagne filtrait assez de clarté pour qu'il pût croiser son propre regard. C'était un regard sans grande intensité, et en général il y répondait avec indifférence, mais dans quelques cas il avait l'impression de se trouver en face d'un intrus, qui l'observait, en s'efforçant de cacher ses sentiments, et entre son reflet et lui s'engageait une confrontation. Cela le troublait, et alors il lui arrivait de s'embrouiller dans son énumération, et quand il ne pouvait plus établir avec certitude où il en était, il reprenait le décompte à 0, et il s'interdisait ensuite de lever à nouveau les yeux sur sa propre image. L'idée de Mathias Holbein était de réussir à se tuer avant d'avoir prononcé le nombre 444, qu'il avait fixé comme limite à cette longue scansion mentale. À raison d'un chiffre toutes les 2 secondes, la durée de survie devant le miroir avoisinait un quart d'heure, ce qu'il estimait raisonnable. Par ailleurs, 4 et 44 renvoyaient à avril 1944, date à laquelle son grand-père paternel était mort à Buchenwald. La numérologie ne l'avait jamais passionné et il ne nourrissait aucun respect spécial pour les mathématiques, mais il aimait la perfection qui se dégageait de ce qu'il appelait les jolis chiffres. Et il lui plaisait aussi de combiner sa volonté de suicide avec un hommage à un disparu, à l'un des disparus tragiques de sa famille. Discours aux nomades et aux morts. Elle est debout sous la fenêtre grillagée, elle ne regarde pas le ciel, elle est adossée au mur de ciment, elle pleure. C'est une femme magnifique, elle pleure, il n'existe pas entre nous la moindre différence, rien jamais ne réussira à nous séparer, ni temps ni espace. Je pleure avec elle. Il y a 12 ans, elle a tué des hommes qui méritaient d'être réduits à rien. Des hommes qui avaient été tout, ou du moins beaucoup de choses. Elle a tué des ennemis du peuple, que beaucoup de gens auraient voulu tuer s'ils en avaient eu le courage, mais très peu de gens ont le courage de faire justice. Presque personne ne s'engage dans la vengeance et les représailles au nom du peuple. Elle l'a fait. Elle a assassiné, comme j'aurais aimé le faire, des assassins qui avaient tué indirectement des centaines de milliers et même des millions de personnes.